étant de Kinshasa. 11 émissions au cours desquelles les 11 candidats présidents de la République présentent en grande ligne leur projet de société ou leur programme du gouvernement. 4 thèmes ont été ainsi choisis: politique et gouvernance, économie et finances, social et problèmes de société, et enfin diplomatie et défense. Pour nous éclairer davantage sur sa vision politique pour les 5 années à venir, nous recevons ce soir M. Léon Kengo Adondo. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Léon Kengo Adondo, vous serez interrogé par 4 de mes confrères et consoeurs qui sont avec moi sur ce plateau et que vous allez découvrir au fur et à mesure. Monsieur Léon Kengo Adondo, vous n'êtes plus à présenter, tellement votre carrière publique et politique se confond avec les 50 années de l'accession de notre pays à l'indépendance. Vous avez 76 ans aujourd'hui, marié, père de famille, grand-père et sans doute aussi arrière-grand-père. Vous avez été pas encore. Arrière-grand-père, pas encore. Ça va. Vous avez été procureur général de la République, président du Conseil judiciaire, 3 fois ministre sous le maréchal Mobutu Sese Seko. 3 fois Premier ministre. 3 fois Premier ministre sous le maréchal Mobutu Sese Seko, ministre des Affaires étrangères, également sans doute aussi ambassadeur à Bruxelles. Enfin, vous êtes président du Sénat aujourd'hui. Au vu d'une telle carrière publique et politique riche, alors il y a toute une série de questions qui me viennent à la tête. À 76 ans, vous auriez déjà pu songer à vous retirer de la politique et commencer à rédiger vos mémoires. Quelles sont les motivations qui vous poussent aujourd'hui à concourir à l'élection présidentielle? Quelles sont les motivations personnelles ou tout simplement le devoir, cette fois-ci, de servir autrement notre pays par rapport à votre gestion passée? Pourquoi? Quelles en sont les motivations? Si notre pays allait très bien, si la population ne vivait pas dans la pauvreté, dans l'ignorance, j'aurais dit que ma tâche est terminée. La pauvreté est omniprésente. L'ignorance, n'en parlons pas. Je viens parce que je voudrais repousser les frontières de la pauvreté et de l'ignorance. Amener mon peuple vers le bien-être et pourquoi pas le mieux-être. Un pays comme le Brésil, avec 2 mandats de Lula, 2 fois 4 ans, a changé le visage du Brésil. Le Brésil aujourd'hui se permet même de dire, avec les difficultés auxquelles sont confrontés les pays occidentaux, intervenir pour soulager les problèmes financiers et économiques auxquels ils sont confrontés. Oui, mais si Léon Kengo Adondo, comparaison n'est pas raison. Quelle est votre vision politique? En quoi la gouvernance que vous projetez sera différente des 10 autres candidats présidents de la République qui prétendent au même trône que vous? Oui. Moi, je suis moi. Eux sont eux. Qu'est-ce qu'il faut pour que notre pays change? Premièrement, il faut rétablir l'autorité de l'État. L'autorité de l'État passe nécessairement par une justice indépendante, impartiale. Les magistrats qui doivent être bien formés, bien rémunérés. Une armée républicaine, non pas selon nos besoins, parce que nos besoins sont immenses, mais selon nos moyens. Et moi, je considère que dans un premier temps, 50 à 60 000 hommes casernés à Kitona et à Kamina, mieux équipés, mieux formés, mieux nourris, mieux payés et mobiles, qui puissent se transporter lorsque la défense du territoire l'exige. Oui, et M. Léon Kengo Adondo, puisque vous avez évoqué la réhabilitation de l'État, nous allons passer au premier thème de cette émission, politique et gouvernance. Vous serez interrogé par mon confrère Oscar Kabamba,
qui est directeur des informations à la chaîne publique. M. Osar Kabamba anime aussi des émissions politiques sur la chaîne nationale. Je le vois de temps en temps. Merci, bonsoir Monsieur le Président du Sénat. Alors, première question, la présence d'FDLR dans l'Est de notre pays est une espèce d'épine sous les pieds de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez une solution en fait à cette question quand on sait que ces éléments rwandais sont entrés dans notre pays au moment où vous étiez Premier ministre, un dossier que vous connaissez pourtant parfaitement bien, mais vous en parlez très peu. Oui, c'est parce que auprès de vous, je suis inaudible. Mais j'ai beaucoup parlé de problèmes des réfugiés rwandais. D'abord, premièrement, pour vous dire, vrai, les réfugiés rwandais ne sont pas entrés à l'époque où j'étais au gouvernement. Je suis arrivé au gouvernement après le 14 juin. Les réfugiés rwandais sont entrés déjà à la mort d'Abiy Ahimana, c'est-à-dire le 6 et le 7 avril de la même année. Et si vous aviez suivi, j'avais demandé que les réfugiés rwandais rentrent dans leur pays. Nous ne nous sommes pas compris, le président de la République et moi-même. Et les réfugiés rwandais ne sont pas rentrés. J'ai demandé au Haut-Commissariat des Nations Unies de pouvoir intervenir pour que les réfugiés rwandais rentrent dans la dignité dans leur pays. Il n'a pas été fait. Ils sont entrés dans des désordres. Alors que nous avions, avec 2 résolutions du Conseil de sécurité, préparé le couloir de sécurité pour qu'ils puissent rentrer. Alors, la situation, excusez-moi, semble s'écorcer aujourd'hui. Est-ce que vous avez une proposition pour que tous ces éléments puissent rentrer chez eux et nous laisser tranquilles au lieu de se livrer au pillage et au viol, et ainsi de suite? Oui. La première chose d'abord, pourquoi les réfugiés rwandais ou le résidu des réfugiés rwandais est encore sur notre territoire? Parce que premièrement, l'armée n'a pas été organisée de manière à pouvoir mettre fin à cela. Deuxièmement, les FDLR se sont constitués en une force, un groupe, et sont alimentés par l'exploitation désordonnée des matières premières, c'est-à-dire minérales, qu'ils vendent, qu'ils se procurent de l'argent, qu'ils achètent des armes et continuent à semer la mort et la désolation. La solution maintenant? La solution est très simple. Premièrement, il faut, parce qu'ils ont pris des positions dans les montagnes, les déloger simplement par voie de la force, ça ne pourra pas finir parce que là, ils sont dans la guérilla, ils ne sont pas dans la guerre classique. C'est ce qui vous amènerait sans doute à engager de concertation avec le pays vers lequel ils veulent pas entrer, leur pays d'origine. Il faut les approcher à votre Pour avis. moi, la solution est double. Elle est d'abord diplomatique et ensuite militaire. Diplomatique, les pays dont ils sont originaires doivent avoir des solutions diplomatiques avec nous pour qu'ils puissent rentrer dans leur pays. Et pour qu'ils puissent rentrer dans leur pays, il y a un problème majeur qui se pose. Certains sont considérés comme des génocidaires. Et leur pays attend, s'ils rentrent, ils puissent les poursuivre. Or, nous devons distinguer dans les FDLR 2 catégories. Ceux qui, au moment de fait, étaient majeurs et étaient responsables de leurs actes. 2, les mineurs qui étaient rentrés et qui ne sont pas responsables. Donc, si on doit poursuivre ceux qui avaient l'âge de la majorité. Les mineurs, à l'époque de fait, ne peuvent pas être responsables de leurs actes. Il faudrait qu'ils puissent rentrer dans la paix et la dignité. Deuxièmement, lorsque nous aurons convenu avec le pays dont ils sont originaires, nous puissions ensemble essayer de poursuivre
jusqu'au dernier retranchement pour qu'ils puissent rentrer. Et il faut intégrer dans cette opération également le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il faut intégrer dans cette opération également toutes les ONG qui se trouvent là parce qu'elles sont aussi le support à certains de ces FDLR. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. Et alors, deuxième question, nous sommes classés, nous, la République démocratique du Congo, classés parmi les pays les plus corrompus d'Afrique et ou du monde, si vous voulez. Et quelle est, à votre avis, l'origine de ces fléaux et surtout, quelles solutions préconisez-vous pour l'endiguer? La corruption est un mal qui ronge la plupart des pays pauvres. La corruption qui se trouve dans les pays du Nord est une corruption sélective, tandis que la nôtre est une corruption généralisée. La première chose d'abord, il faut poursuivre tous les auteurs. Il y a dans la corruption... C'est-à-dire les corrupteurs et les corrompus. Voilà. Il y a dans la corruption deux acteurs. Celui qui propose et celui qui reçoit. Il faut poursuivre les deux. Il ne faut pas parler seulement de la tolérance zéro. Il faut poursuivre tout le monde. L'égalité des justiciables devant le droit. Le droit doit s'appliquer à tous lorsque les faits sont commis. Et je crois, si nous poursuivons, s'il y a une justice indépendante, impartiale, le mal peut s'éteindre rapidement. Vous pensez que la justice aujourd'hui est complaisante? Non, elle n'est pas tellement complaisante. Elle est corrompue. Mais elle n'est pas le seul à être corrompue, la magistrature. La société est corrompue. Le fonctionnaire est corrompu. Le militaire est corrompu. Le policier est corrompu. Le douanier est corrompu. Eh bien, tous sont corrompus. Alors, il faut d'un côté poursuivre, de l'autre, il faut qu'il y ait une culture. Oui, après la poursuite, mais le travail doit continuer. Alors, freiner ou diminuer l'élan de cette corruption. Vous savez, on m'a dit que ceux qui poursuivent ne doivent jamais avoir d'état d'âme. Je ne crois pas. Moi, j'ai été procureur général de la République. La corruption n'avait pas atteint des proportions inégalées comme aujourd'hui. Et comment je l'ai obtenu? Parce que les magistrats ont été très bien payés. Parler de la terreur à cette époque-là. De la terreur lorsqu'on poursuit. Mais vous ne pas une société civilisée et ces gens se compromettent et compromettre la société. Non, et sa preuve, c'est la rigueur. La rigueur dans l'application de la justice. La rigueur dans l'application de la loi. Et puis, il faut que ceux qui sont condamnés puissent être poursuivis. Vous savez que depuis la cession de notre pays à l'indépendance, jusqu'à ces jours, aucune prison n'a été construite pour respecter certaines normes. Les prisonniers, quand ils sont à Makala, par exemple à Kinshasa, mais ils sortent tous les soirs. Alors, moi j'ai dit, il faut la rigueur, la décision, la rigueur dans l'exécution de la peine, la rigueur dans la resocialisation de ceux qui ont exécuté leur peine pour qu'ils puissent se retrouver là où ils doivent se resocialiser de manière à ce qu'ils s'intègrent la société et ils deviennent aussi comme des citoyens apparents. Alors, on vous a entendu parler plusieurs fois dans plusieurs de vos interventions du manque de leadership dans notre pays. Alors, précisément, qui incriminez-vous quand on sait que vous-même, vous êtes un maillon assez fort dans cette même classe dirigeante? Non, quand on définit un leadership, on n'accuse pas. On définit le profil d'un leadership. On ne pointe pas tel ou tel qui n'est pas leadership. Donc c'est un ensemble qui est concerné. Ah. Moi, je considère qu'un leadership est celui qui conduit, celui qui oriente, celui qui corrige, celui qui ordonne, celui qui fait respecter. Si on n'a pas l'ensemble de ce profil du leadership, on n'est pas leadership. Il n'est pas leadership qui veut. Comment restaurer ce leadership alors? Non.
vous savez que dans les différentes sociétés privées, aujourd'hui, il y a un secteur qui est réservé à la psychologie industrielle, à la psychologie professionnelle. Et c'est au moment du recrutement qu'on détecte ceux qui ont le leadership. Le leadership fait partie, c'est comme le caractère. Le caractère, dit La Bruyère, c'est le destin. Le style, c'est l'homme. Bon, donc, il y a dans chaque être humain cet élément, cette dimension de leadership. Ou il l'a, ou il ne l'a pas. Et ensuite, il peut perfectionner son leadership. Mais, je dis, on peut l'avoir et c'est pas un péché. On peut ne pas l'avoir non plus. Voilà, ok, Charles, peut-être une dernière question. Je crois que j'ai encore 2 ou 3 minutes. Oui, alors, à la gouvernance. Merci beaucoup. Alors, la RDC a besoin aujourd'hui, vous aviez souligné ça au début, d'une armée combative, dissuasive, une est donc très 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 forte. La police doit devenir beaucoup plus professionnelle qu'elle l'est aujourd'hui. Alors, et comment concevez-vous cette question au niveau de votre parti politique? Non. J'ai dit qu'aujourd'hui, nous avons une armée qui est la résultante des armées de rébellion, dont le mode de recrutement, de formation, de promotion n'ont pas respecté les critériums internationaux. Nous devons revenir au critérium international, c'est-à-dire que le soldat et toute sa carrière doit, la formation nécessaire de devenir soldat. Vous savez, former un soldat de 2e classe, c'est comme le temps d'une gestation d'une femme. 9 mois. Vous formez un militaire pour le combat 9 mois. Voilà, merci Kengo. Donc nous allons passer au 2e thème de cette émission qui touche, vous avez évoqué la pauvreté. La pauvreté renvoie à l'économie et aux finances. Lorsque les deux ne vont pas, les pays non plus ne va pas marcher. Alors vous serez interrogé sur cette question, donc économie et finances, par mon confrère Anissé Yombora Nyama, qui produit un journal télévisé et qui présente aussi une édition politique, Les 4 vérités. Bonsoir, monsieur Léon Kengo-Adondo. Bonsoir. On parle économie, sans embâche ni faux fouillant. Il y a de plus en plus convergence d'opinion autour du fait que l'économie congolaise est par terre. Selon vous, qu'est-ce qui est à la base de cette dégringolade vertigineuse de l'économie congolaise? L'économie congolaise souffre de plusieurs maux. Premièrement, vous savez très bien, il y a quelques jours, on a sorti tous les clichés sur notre pays. Premièrement, le PNUD vient de sortir, nous sommes à 187e. Une business vient de sortir également, nous sommes en bas. Ibrahim vient de sortir aussi, nous ne sommes pas sur la liste des pays. Ce n'est pas une analyse propre aux Congolais, c'est l'analyse même de tous ceux qui suivent la situation de chaque pays. Pourquoi? Premièrement, c'est que votre prédécesseur a dit, la corruption. Deuxièmement, les investisseurs qui viennent ici. Les dossiers traînent avant de pouvoir être examinés. Ils traînent pourquoi? Ils traînent parce qu'on veut qu'ils payent des pas de porte, qu'ils payent en dessous de table. Mais nous avons besoin des investisseurs. Mais il faut faciliter aux investisseurs la procédure pour qu'ils puissent investir. Comment allez-vous prendre justement pour sécuriser, leur donner des gages que leurs investissements seront protégés ici? Première chose, c'est que quand j'arrive, il faut créer un ministère, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un ministère de facilitation de l'investissement. L'investisseur est un gibier peureux. Il faut le protéger, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit jaune, il a besoin de protection. Protection juridique,
protection judiciaire. Ok, alors mais c'est comme si votre passé vous rattrape. Du côté de la majorité, il y a un discours comme quoi si l'économie est par terre, c'est parce qu'il y a eu des années de destruction pendant la Deuxième République, vous étiez avec Mobutu, et lorsqu'on parle de ces choses dans ce sens-là, ça vous fait mal quand même? Ou vous dites, donc j'ai contribué moi aussi quelque part à la destruction de l'économie congolaise? Ça ne me fait pas mal parce que ce n'est pas vrai. Après 15 ans de Mobutu, la situation est meilleure? La situation est meilleure? Elle était meilleure à l'époque de Mobutu? Était quand même raisonnable. Mais qu'est-ce que vous a apporté la rigueur que vous avez appliquée? Non, la rigueur que j'ai amenée, vous savez, vous oubliez tout. Je voudrais résumer en quelques mots. Lorsque le président Mobutu institutionnalise le MPR et demande à tout le cadre du parti d'intégrer l'administration alors que l'administration avait son organigramme, avec quoi vous allez les payer? Vous allez les payer avec le même budget? Bon, deuxièmement, lorsque le président Mobutu décide la zaïrianisation des entreprises privées, mais ceux qui payaient l'impôt ne payent plus l'impôt de la même manière. Alors, mais en fait, pour que vous soyez élu, ça veut dire que quelque part, les gens doivent avoir un thermomètre sur base desquels on va vous évaluer. Qu'est-ce qui va changer si vous êtes élu parce que vous étiez l'homme de la rigueur, laquelle rigueur s'est quelque part transformée? La rigueur s'est transformée un tout petit peu en un cycle infernal sur le plan économique. Et maintenant, vous avez un nouveau secret à donner aux Congolais sur le plan économique? Non, je n'ai pas un nouveau secret. J'ai les mêmes recettes. J'ai dit, quand vous gagnez 100 $, vous ne devez pas dépasser 120. La rigueur, c'est ça. Vous devez dépenser tout au plus 100 $ et vous n'avez pas d'économie en cas de période de vache maigre. Mais si vous dépensez 80 $, les 20 $ peuvent vous secourir au moment donné. La rigueur, c'est d'abord le budget doit être le reflet des moyens de l'État. Et pourquoi élabore un budget? On élabore un budget pour qu'on puisse rencontrer les priorités. On ne peut pas rencontrer tout. Si on avait beaucoup d'argent, on n'a pas besoin d'établir un budget. Pourquoi malgré toutes ces stratégies, ça n'a pas été bien? Non, vous ne pouvez pas dire ça. Je ne peux pas vous permettre de dire ça. Ça a été bien. C'est lui qui a gâché à la fin, c'est le président Mobutu. Quand dans un discours public, vous tous, vous avez tourné la caméra vers moi, quand il dit on ne mange pas la rigueur, on ne mange pas les félicitations du Fonds monétaire. Alors on mange quoi? La délinquance budgétaire? Parce que vous évoquez le Fonds monétaire international, je vois en même temps la Banque mondiale, les deux institutions de Bretton Woods, et vous aviez fait confiance à ces institutions. La RDC a été qualifiée d'élève modèle de la Banque mondiale, mais le pays, j'en suis fier. Et le pays était économiquement par terre. Est-ce que maintenant, si vous êtes... Non, je ne peux pas vous permettre ça. Oui. L'économie n'était pas par terre. Mais si vous êtes élu, vous allez retourner à la formule de la Banque mondiale FMI, ou vous allez proposer autre chose? Vous l'avez quitté. Vous êtes toujours là. Comment vous avez obtenu les choses, l'atteinte du point d'achèvement PTT? Vous n'avez pas quitté. Vous êtes là dans ce programme. Depuis que l'AFDEL est au pouvoir, vous êtes toujours dans ce programme. Donc vous n'avez pas quitté. Alors le secteur minier, parce qu'il faut l'aborder parlant de l'économie, il y a de plus en plus de contrats léonais signés ça et là. Si vous êtes élu, M. Kengo Adondo, est-ce que vous allez commencer à annuler ces contrats avec les risques d'avoir beaucoup de procès devant les tribunaux internationaux? Vous croyez que la manière dont on a signé les contrats miniers aujourd'hui, on ne peut pas revoir ces contrats miniers? Mais tous les contrats miniers, on les revoit pourquoi? Vous dites qu'on a signé des contrats léonais. Mais qui a signé? La GECAMINE qui représente l'État, puisque l'État est le seul actionnaire. Et ces GECAMINE avaient signé ça comme ça. Donc cela veut dire que quelque part, il y a eu des dessous de table. C'est ça aussi la corruption. Il faut voir maintenant l'ensemble de ces contrats qui ont été signés. Est-ce que vous n'avez pas peur des procès devant les tribunaux internationaux? Je n'ai pas peur à partir du moment où le prix est en deçà de 5/12e. Il y a lésion. Et quand il y a lésion, il faut poursuivre. Monsieur Léon Kengo Adondo, on sait que les sociétés minières ont été largement impliquées dans la guerre que notre pays a connue. Aujourd'hui, vouloir revenir à la question que mon confrère posait tout à l'heure, de la révision de contrats miniers, est-ce que vous ne pensez pas qu'on risque de retourner dans le cycle de conflits armés dans notre pays? Non, c'est-à-dire qu'on ne revise pas pour reviser. Il dit des contrats léonais.
Et l'action contre le contrat léonais, c'est ça la récision. Le code civil prévoit la récision à partir du moment où il y a 5/12 de la part de ceux qui ont signé les contrats au détriment de la République. Nous devons aller en action, en récision. Si vous êtes élu président de la République, votre premier budget sera de combien? Parce que ceux votés, vous dites vous qui sont antisociaux. Le vôtre sera de combien, le tout premier? Non, vous ne pouvez pas raisonner comme ça. Parce que moi, je n'ai pas de grands agrégats de ces budgets. Vous savez qu'aujourd'hui, je suppose que vous le savez, aujourd'hui, notre pays produit plus de 500 000 tonnes métriques de cuivre. Et rien n'entre dans le budget de l'État. Ça va où? Ah! Ça va où? Ça va dans la corruption? Ça va dans les poches des gens? Vous êtes président du Sénat, vous n'avez rien fait? Mais j'ai mené, et on va vous apporter la brochure. J'ai fait mener une enquête dans le secteur minier. Qui n'a pas été publié? Qui a été publié, quand je dis une brochure qui a été publiée, qui a été envoyée au gouvernement. Que jusqu'à présent, il y a des recettes qui doivent être perçues. Jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas perçues. La dollarisation de l'économie congolaise, même vous, je sais que vous gardez votre argent en dollars américains, vos comptes bancaires si vous en avez. Que faire pour changer les mentalités des Congolais? Vous savez, je voudrais vous dire franchement, ce n'est pas la dollarisation qui est le problème. C'est quoi le problème? Le problème est que nous avons une monnaie qui n'est pas convertible. Et lorsqu'on est en face d'une monnaie inconvertible, on achète des marchandises pour revendre. Il faut avoir une valeur refuge. Le dollar est une valeur refuge. Il faut trouver des mécanismes qui permettent à ce que le franc puisse être converti. C'est-à-dire, à la réforme monétaire de 83, nous avions obtenu que tous les opérateurs économiques s'adressent directement à leur système bancaire qui leur permettent de pouvoir ouvrir leur crédit documentaire, puissent avoir des valeurs, des ressources en devise pour pouvoir opérer des importations. Je dis, c'est ça, assainir l'environnement économique, financier. Mais rien n'a changé malgré tout ça. Qu'est-ce qui a changé? Vous savez, si vous prenez les statistiques de 83 à 86, vous trouverez que la monnaie était stable. Pendant que vous Il y étiez a là. beaucoup de banques aujourd'hui, M. Kengoa. Donc, pourquoi ça ne change pas? Il y a beaucoup de banques aujourd'hui. Mais ça ne change pas parce que, première chose, personne n'a confiance en la monnaie, le franc. Le franc n'obéit pas au principe de la production qui permet de générer des devises, que ces devises permettent de pouvoir couvrir le taux de change. Et ce taux de change, mais la monnaie est une marchandise. La toute petite dernière Non, question. attendez, la monnaie est une marchandise, est soumise aux lois de l'offre et de la demande. Pour atteindre le niveau de l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo aura combien d'années si c'est vous qui êtes président de la République, économiquement? Non. Vous savez qu'en 1960, notre PIB était supérieur à celui de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud a fait un bond extraordinaire. Il nous faut combien d'années pour y arriver? Il faut d'abord que nous puissions assainir l'environnement économique, financier et monétaire. Deuxièmement, favoriser les investissements dans le secteur minier. Nous parlons que du secteur minier. Le secteur minier, c'est très bien. Mais en combien Mais d'années? le secteur agricole également. Je crois que le temps nous impartit sur cette question. J'ai dit que si nous faisons 2 mandats de 5 ans, nous pouvons arriver, non pas à atteindre l'Afrique du Sud, mais nous pourrions améliorer la situation. Merci, monsieur Léon Kengoa. La situation Merci. de nos compatriotes. Voilà, merci, monsieur Léon Kengoa. Du fond de sa marmite, la femme contrôle la vie de toute une société. C'est une femme qui va
vous poser des questions. Madame Hilda Odia travaille à Canal Congo télévision. Elle va vous interroger sur le social, également sur les problèmes de société qui sont la conséquence d'une politique peut-être sociale qui a été longtemps appliquée dans ce pays. Bonsoir, M. Kingo. Bonsoir, madame. Plusieurs fois Premier ministre, vous connaissez très bien le social de la RDC, pays potentiellement riche, mais avec une population extrêmement pauvre. Comment allez-vous changer ces tableaux sombres qui représentent aujourd'hui la RDC une fois élue? Vous dites que potentiellement riche. Le potentiellement riche, ça veut dire que c'est resté dans les potentialités, dans les virtuels. Moi, j'appelle les richesses la transformation du potentiel en richesse. Et si vous avez les cuivres que vous avez produits, que vous allez vendre, lorsque l'argent rentre à la banque, alors vous pouvez estimer que vous êtes riche. Si vous êtes potentiellement riche, vous n'êtes pas riche, vous êtes pauvre. Non, il faut transformer les matières premières en richesse et que ces richesses puissent permettre au peuple congolais d'accéder au bien-être. La première chose, il faut résoudre le problème de justice distributive. Ce qu'on appelle le minimum vital. Chacun doit manger à sa faim. Ensuite, on peut lui demander d'accéder à la justice sociale. Et comment comptez-vous améliorer l'accès à l'eau potable, à l'électricité, au logement décent d'ici 2016? Il faut... Nous sommes un pays qui a un scandale, qui est un scandale énergétique. Il faut construire Inga 3, le grand Inga. Il ne faut pas s'arrêter là, il faut transporter le courant dans les différentes provinces. Comment y parvenir? Ce sont des discours qu'on a déjà entendus. Oui, comment y parvenir? Oui. Il faut y parvenir en construisant le transport du courant jusque dans les provinces. Deuxièmement, il ne faut pas se contenter seulement du transport de Inga. Il faut construire. Aujourd'hui, nous sommes dans l'électricité, dans l'énergie renouvelable. Il faut des panneaux solaires partout. Mais quand vous étiez aux affaires, quand vous étiez Premier ministre à l'époque de Mobutu, nos provinces vivaient toujours dans le noir. Inga existait. Mais nous distribuons l'électricité dans d'autres pays. Oui. Lorsque j'étais, l'électricité était distribuée dans d'autres pays. Mais moi, je ne considère pas que parce que c'est distribué dans d'autres pays, ça ne peut pas distribuer dans toute la République. J'ai dit, j'ai deux possibilités. Les panneaux solaires, les micro-centrales, permettent à chaque province d'avoir une énergie non pas thermique, mais hydraulique, qui permet de pouvoir distribuer à moindre coût l'électricité. Deuxièmement, l'eau. Mais l'eau est liée à l'électricité. Nous pouvons construire des usines de transformation d'eau. Ça ne pose de problème majeur. Mais l'Inga est extravertie au lieu d'apporter l'énergie. C'est parce que nous voulons que Inga soit extravertie. Nous pouvons d'abord laisser Inga profiter aux filles et aux fils du pays, pas vendre le courant à l'extérieur alors que nous sommes en manque. Pourquoi à l'époque ne l'a-t-on pas fait à l'époque? Comment? Pourquoi à l'époque on ne l'a pas fait? On a vu des villes entières comme Kananga, les pylônes de Inga, les câbles passent sur Kananga, mais les gens sont toujours dans les noirs. L'erreur de transport Inga-Katanga a été de ne pas préparer des soutirages au niveau de chaque province. Ça, c'est une erreur. Parce que le transport de Inga, du courant Inga jusqu'au Katanga était mu par la production de la Gécamine. Est-ce qu'on peut corriger cette erreur? On peut corriger. Et comment? C'est-à-dire, au lieu que le courant soit simplement continu jusqu'au Katanga, parce qu'il faut transformer le continu à l'alternatif. Vous le transformez à Kananga, à Mbujima, et vous continuez. Ça va demander de gros investissements. Mais des gros investissements pour un bien-être collectif. Faire ces investissements-là pour le bien-être collectif, c'est une nécessité.
Donc, moi je crois, nous devons le faire parce que là où il y a l'énergie, il y a le développement. Monsieur Tongo, parlons de la santé, qui est l'accès aux soins de santé qui reste encore... Oui, vous excusez un petit sourire, ça va, parce qu'il ne faut pas vous presser. C'est un lutte pour que les Congolais accèdent aux soins de santé et puis à l'éducation de qualité. Quelle est la politique que vous allez apporter une fois élu à la tête de ce pays? Je voudrais sincèrement, vous savez que de 60 à 60, en 80, nous avons résolu le problème de cadre dans ce pays. Aujourd'hui, nous retombons parce que l'école primaire ne va pas, l'école secondaire ne va pas. Et si ces deux... Et nos diplômes à l'extérieur sont refusés. Voilà. Je dis, il faut recommencer à zéro. Il ne faut pas avoir peur de recommencer. L'école primaire et l'école secondaire, je voudrais qu'ils soient gratuits. L'État doit prendre en charge l'enseignement primaire et secondaire. Deuxièmement, il faut assurer la formation du personnel enseignant. Moi, je me souviens quand j'étais petit, l'enseignant, on l'appelait monsieur, parce qu'on le respecte. Aujourd'hui, il n'est pas respecté. Il est payé par les parents, etc. Il faut éviter les parents dans tout ça. L'État doit prendre en charge l'enseignement primaire et secondaire. Former le personnel enseignant, de manière à ce qu'il puisse donner un enseignement de qualité. Deuxièmement, une fois que cette formation est assurée, les diplômes sont reconnus, homologués, nous pouvons reprendre le cycle universitaire. Le cycle universitaire, même les États-Unis, même d'autres pays qui ont des ressources, ce n'est pas gratuit. Nous pouvons donner des bourses parce qu'il y a des étudiants et des élèves qui terminent l'école secondaire qui sont de positions différentes selon la fortune des parents. Ceux qui des parents n'ont pas de moyens, nous devons leur donner aussi l'égalité des chances. Et pour cela, nous devons créer des bourses. Ceux qui réussissent avec mention, nous leur donnons des bourses. Les autres, ils doivent trouver des moyens pour faire leurs études parce que leurs parents leur procurent des moyens suffisants. Est-ce que l'université est réservée à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut accéder? Non, c'est pour cela que nous devons multiplier des écoles professionnelles. Dans toutes les provinces, nous devons créer des écoles professionnelles, des écoles de métiers, de manière à ce que l'université ne soit pas la seule source du savoir. On peut avoir des corps de... Vous savez que même à Kinshasa ou à l'RT, les domestiques de qualité n'existent plus. Il faut créer des corps des hôtelleries, de tout ça, pour permettre aux autres de plus... Monsieur Kenguadondo, je suis une maman, le panier de la ménagère me concerne. Comment comptez-vous relancer la production agricole pour inonder le marché congolais afin de permettre à chaque Congolais de manger à sa faim? Dans la production agricole qu'on oublie souvent, madame, les routes de dessert agricole et les routes d'intérêt régional. Il faut sans honte instaurer les cantonnages manuels. Route de dessert agricole, route d'intérêt régional, de manière que le producteur est toujours prêt à produire et que sa production puisse arriver au centre de consommation, de distribution. Et la première chose à laquelle je vais m'atteler, c'est cela. La place que vous donnez à la femme dans votre plan d'action? L'Union des forces du changement prône la parité. À valeur égale, hommes et femmes doivent prétendre aux mêmes avantages. Professionnels, salariat, il ne faut pas regarder la femme, il ne faut pas regarder l'homme. Il faut regarder la carité. Oui, monsieur Kenguadondo, justement, je voudrais rebondir sur la question salariale qui n'a jamais trouvé de solution dans notre pays. Je crois que vous vous rappelez les épisodes de Mboudi 1, Mboudi 2 qui n'a jamais été appliqué. Moi, j'ai une épouse qui est fonctionnaire, je dois chaque fois le matin lui donner de l'argent pour aller au travail. Comment pensez-vous résoudre justement le problème de rémunération des fonctionnaires de l'État? Il faut recenser tous les fonctionnaires de l'État. Il faut payer les fonctionnaires selon ses capacités, ses qualifications, son rendement. Il y a un barème, il faut respecter le barème. Deuxièmement, il ne faut pas avoir trop de fonctionnaires qu'on paye mal.
il faut quantifier quel est l'organigramme de la fonction publique. Cet organigramme, une fois que nous l'avons, il faut appliquer le salaire qui doit être payé. Parce que si vous ne payez pas bien, votre fonctionnaire va chercher des rémunérations à titre d'appoint. Payez bien et vous verrez qu'ils vont vous fournir un travail de qualité. Nous sommes un pays où le fonctionnaire est sous-payé, l'armée est sous-payée, la police est sous-payée, tout le monde est sous-payé. Personne ne veut aller à la retraite. Non, il n'y a personne qui veut aller à la retraite. On doit mettre les gens à la retraite puisque les statuts prévoient l'entrée à tel âge, la fin à tel âge. Mais il faut assurer la retraite. Mais oui, mais vous assurez la retraite comment? Il faut créer au niveau de la sécurité sociale les cotisations nécessaires pour permettre aux fonctionnaires, lorsqu'il a terminé sa carrière, il a la caisse de sécurité sociale qui lui permet de pouvoir continuer. Voilà, merci Hilda pour votre intervention sur le problème social et également le problème de société. Alors nous entamons maintenant la dernière ligne droite avant la fin de cette émission. Le dernier thème, c'est sur la diplomatie et la défense. Vous avez été diplomate, M. Léon Kengo-Adondo. Vous serez interrogé à ce sujet par mon ami Patrick Chamala, qui est rédacteur en chef à Télé7 et également à Chroniqueur politique. Je vais le vous connaître. Merci bien. Le diplomate doit toujours jouir de son sourire. Ok, d'accord. Nous allons sourire, mais nous allons en même temps parler des questions sérieuses. Monsieur Léon Kengo-Adondo, grand homme d'État, incontestablement, mais on dit aussi de vous très introduit dans les milieux internationaux, et finalement, beaucoup pensent que vous êtes plutôt le candidat de l'extérieur. Vous en dites quoi? C'est une injure. C'est-à-dire? C'est une injure. Non, c'est ce qu'on dit en tout cas. Oui. Mais j'ai dit ceux qui le disent, Mais vous avez fait une tournée euro-américaine, monsieur. Pour obtenir peut-être un soutien de l'extérieur, et puis voilà. Bon, à supposer que ce soit vrai. Je suis le seul. Qui d'autres? Je ne suis pas venu ici pour antagoniser des relations avec entre candidats, mais vous le savez. Est-ce que c'est décent, c'est moral, avant les élections, de faire un tour à l'extérieur? C'est peut-être ça qui donne l'impression que... Non, puisque vous voulez savoir, je vais vous dire, en ce qui me concerne, pour les autres ça m'intéresse. Je n'ai pas fait le tour euro-américain comme vous le dites. Je suis allé à Washington parce que j'ai été choisi depuis 2008 comme un membre du groupe consultatif subsaharien du Fonds monétaire international. On a besoin plutôt de mes conseils. Mais je ne suis pas allé pour demander qu'on me donne de l'argent pour les élections. Je n'ai fait que Washington. Si je suis passé par Bruxelles, c'est parce que M. Etienne Tshisekedi a voulu que nous nous puissions rencontrer à Bruxelles. Et ce qui a été dit au cours de cette rencontre a été rendu public ici sur certaines de vos chaînes. Donc vous pouvez suivre, il n'y avait pas de cachotterie là-dedans. Ok, d'accord. Alors, le Congo, par vocation, a un grand rôle à jouer, en tout cas sur le continent africain. Pour cela, le Congo a besoin d'être fort, d'avoir une présence forte, d'être très visible. Vous voulez être président de la République, vous faites quoi pour que le Congo pèse sur le continent déjà? Puisque nous sommes faibles, il faut commencer d'abord par la diplomatie de proximité. Nous avons 9 pays voisins. Il faut créer les conditions de paix, de sécurité entre le Congo et les 9 voisins. Il faut éviter qu'il y ait encore des surchauffes ou de velléités de guerre entre nous. Cette coexistence pacifique va nous permettre de pouvoir renforcer notre capacité militaire. Quand nous serons forts, nous serons plus le ventre mou de l'Afrique, alors nous pouvons bomber le torse. Pour le moment, non. Baissons les chiffres. Faisons profil bas. Faisons profil bas. Mais ça profite aux autres parce qu'ils viennent chez nous quand ils veulent, comme ils veulent, encore que nos frontières sont poreuses. Oui, mais toutes les frontières africaines sont poreuses. Ce n'est pas là la question. Lorsqu'il y a un problème, négocions. Essayons d'arriver sur un terrain d'attente. Si nous pouvons perdre quelque part, perdons, mais n'oublions pas que les jours viendront où nous avons une armée de dissuasion, une armée forte,
nous allons reprendre ce que nous avions concédé par suite de nos faiblesses militaires à l'intérieur. Est-ce que les pays limitrophes, certains pays limitrophes vont vous laisser vous préparer pour vous voyez plus tard? Non, si vous arrivez, tout dépend. La diplomatie est un exercice de négociation. Il faut négocier avec les plus forts. Et puis plus tard, voir si vous pouvez riposter. Le moment n'est pas là. Nous devons avoir cette armée de métier qui doit nous défendre quand il le faut. Maintenant, nous ne l'avons pas. Négocions avec les 9 voisins. Nous négocions avec le Rwanda. Négocions avec l'Angola. L'Angola est devenue une puissance incontestée. Nous devons exploiter le pétrole au niveau du plateau continental. Mais exploitons. Si ça ne va pas, on nous demande d'exploiter en commun. Exploitons en commun. Et puis plus tard, nous verrons si ces gisements nous appartiennent. Après, nous exigeons après. Est-ce que M. Kengo est de ceux qui pensent que le Congo devrait accepter de partager toutes ses richesses avec les pays voisins, un peu comme l'a proposé le président Sarkozy lors de son dernier séjour? Non, pas partager. Pas partager parce que ça nous appartient. Ce que je préconise pour nos 9 voisins, qu'à un moment donné, comme vous l'avez dit, notre frontière est poreuse, que nous puissions avoir une diplomatie qui nous permet la libre circulation de personnes, de biens et de capitaux. Nous acceptons les Européens, les Américains, les Asiatiques venir ici, mais nous ne voulons pas que ceux qui nous entourent puissent bénéficier de ces facilités-là. Le facilitateur devra permettre que j'ai un ministère de facilitation pour permettre cette libre circulation des personnes, de biens et de capitaux, parce que nous avons fait besoin du savoir-faire d'autres pays qui nous entourent. Et il y aura moins d'agressivité si eux aussi investissent chez nous, parce que là où se trouve notre présence, c'est là où se trouve. Bien entendu. Alors, pour beaucoup, depuis Berlin, en 1885, au cours d'une conférence où les Africains n'ont même pas pris part, les Congolais non plus, on a parlé du bassin du Congo. Depuis donc, tout ce qui se passe au Congo est décidé de l'extérieur. Et ce Kengo pourra-t-il peut-être promettre aux Congolais qu'une fois au pouvoir, la tendance sera renversée? Oui, la tendance doit. Vous ferez quoi? Je ferai d'abord prendre la voie de la RDC lorsque ses intérêts sont en péril. Il faut que la RDC dise, tout en respectant les partenaires extérieurs, fut-il le plus important pour dire que ici, la légitimité congolaise a été bafouée, je veux qu'elle soit rétablie. La souveraineté congolaise a été mise en péril, je veux rétablir la souveraineté de la République démocratique. Vous savez que le président Mobutu a expulsé ici dans ce pays qui nous suivait en 66 l'ambassadeur des États-Unis. Oui, monsieur le Congo, nous vivons dans un monde de plus en plus interdépendant. La notion de souveraineté est de plus en plus relative. Oui, je concède pour la mondialisation. Je ne concède pas. C'est-à-dire, chaque pays doit abandonner une partie de sa souveraineté pour l'intérêt plus global. C'est dans ces contextes-là que nous pouvons, dans la mondialisation, concéder une partie de notre souveraineté, mais pas pour aliéner toute la souveraineté. Sophie Mwadondo, que pensez-vous de ceux qui pensent qu'il y a plutôt un complot de l'extérieur contre la RDC qui viserait au finish une partition de ce pays qui est trop vaste comme un continent et quasiment ingérable? Il n'y a pas un complot, je crois que certaines voix se sont élevées pour le dire. Pourquoi ces voix se sont-elles élevées pour le dire? Parce que nous donnons l'impression que nous ne gouvernons pas notre pays, nous l'administrons mal, comme les facilitateurs a dit. Mais les gens entrent et sortent comme ils veulent. Mais nous devons exercer. Vous y compris, nous, donc vous aussi. Non, nous pouvons entrer et sortir comme nous voulons. Les étrangers ne peuvent pas entrer et sortir comme ils veulent. Oui, mais c'est une gouvernabilité tout à fait
un fait tout à fait réel. Quand vous allez à Arou, par exemple, la monnaie qui court là-bas, c'est pas le franc congolais, c'est la monnaie rwandaise. Mais ça la monnaie est une marchandise. Cela veut dire la monnaie... C'est un attribut aussi de souveraineté. Ben oui, c'est un attribut de souveraineté. Mais si vous n'exercez pas, la monnaie est un attribut de souveraineté, mais si vous n'exercez pas l'autorité sur votre monnaie, si votre monnaie, qui est une marchandise, n'est pas acceptée par le voisin, et que la monnaie du voisin est acceptée chez vous, vous avez perdu une partie de votre souveraineté. Mais comment est-ce que vous pensez booster, permettez-moi le terme, la diplomatie congolaise pour qu'elle devienne beaucoup plus offensive, beaucoup plus présente, plus visible sur le plan international? Rendre, puisque vous parlez de la monnaie, rendre notre monnaie une marchandise qui peut être acceptée par les pays voisins. Commençons d'abord par le nôtre. Permettre qu'il y ait des commerces frontaliers entre nos voisins, de manière à permettre que cet échange, cette circulation de marchandises puisse atténuer l'inconvertibilité de la monnaie et la prospérité frontalière. Monsieur Kengo, vous parlez beaucoup des voisins, que naturellement ce sont nos voisins, on ne peut pas changer ça. Nous avons un voisin qui s'appelle le Rwanda, qui est aujourd'hui beaucoup plus tourné vers l'est de l'Afrique quand même. Alors que vous y tenez, la CPGL a été relancée. Ne voyez-vous pas une difficulté d'avoir un témoin comme celui-là qui, bon, vous êtes obligé de son sang, mais en même temps, il regarde plutôt vers les pays anglophones, les pays de l'Est? Vous savez, vous ne l'ignorez pas, que le Rwanda a opté pour la langue anglaise. Le Rwanda se sent plus à l'aise avec les pays anglophones qu'avec les pays francophones. Difficulté, non? C'est une difficulté, mais le Rwanda, en plus, comme pays anglophone, ne doit pas nous gêner, pendant que la Zambie est anglophone, la Tanzanie est anglophone, Soudan est pays arabophone, l'Angola est pays lusophone. Nous sommes entourés par des pays. S'il y a un qui entre dans le Commonwealth et que le rapport entre nous se déroule dans les meilleures conditions, moi je ne mets pas. Aucun problème. Non, je ne vois pas. Je dis que chacun choisit, chacun fait son lit comme il entend. Monsieur Léo Coronado, j'espère que vous avez lu le livre de Jean-Jacques Savage-Crébert, Le péril américain, quand il disait que obliger les gens à consommer américain pour se sentir américain. Aujourd'hui, presque la partie orientale de notre pays est tournée vers l'Est. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a là une balkanisation économique de fait? Non, ça existe depuis longtemps. C'est pas récent. C'est-à-dire, les hommes d'affaires considèrent que c'est plus facile d'aller vers l'Asie parce que les importations ou les exportations qui passent par la voie nationale sont les plus onéreuses. Et il faut considérer que en 60, avant 60, après 60, mais nous avons exporté nos cuivres non pas seulement par la voie nationale, par Lobito, par Beira, par Mozambique, par Port Elizabeth en Afrique du Sud. Ce n'est pas le problème. Le problème est que tous ceux qui exportent ou importent doivent se soumettre à la douane congolaise. C'est ça qui est important. Entendu. Alors, aujourd'hui... Et il faudrait que cette douane aussi puisse complètement informatisée. Ok, alors, ce que je veux dire, c'est que celui qui veut être président de la République aujourd'hui devra avoir également une vision pour l'Afrique. Le Congo, oui, d'accord, mais le Congo fait partie d'un continent. C'est quoi votre vision pour l'Afrique de demain? Ma vision pour l'Afrique de demain, c'est d'abord favoriser une diplomatie de proximité dans chaque région africaine. D'ailleurs, la charte de l'OUA, aujourd'hui l'Union africaine, préconisait d'abord l'épanouissement des régions avant d'arriver à la consolidation de l'unité africaine.
Aujourd'hui, on est loin de ça, peut-être, avec une Union africaine qui est de plus en plus faible devant les autres organisations régionales à travers le monde. Mais l'Europe décide à sa place. Quand il faut faire partir un chef d'État, ce sont les autres qui décident. L'Union africaine ne vient parler qu'en dernier lieu et d'une voix très faible. Oui, parce que l'Union africaine est affaiblie. Premièrement, les chefs d'État et de gouvernement ne payent pas régulièrement leurs cotisations. Deuxièmement, le moyen financier de l'Union africaine sont tellement insuffisants que certaines mesures que l'Union africaine peut décider ne peuvent pas être appliquées. Alors, la première chose, c'est que nous obligeons l'Union africaine à exiger de ses membres d'être en règle dans leur cotisation. La SAPEX, par exemple, tout le monde le fait. La COMESA, tout le monde le fait. La CAC, tout le monde le fait. L'Union africaine, on considère que l'Union africaine est un monstre. Rendez ce monstre humain, donnez-lui les moyens de sa politique. L'Union africaine va devenir forte et imposer ses décisions. Si elle devait imposer ses décisions et que ces décisions ne seraient pas exécutoires, elle perdrait aussi de la crédibilité. Vous parlez certainement de ce qui s'est passé en Libye, le printemps arabe, et ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs dans les choses en Syrie, qui n'est pas un pays africain. Mais personne du pays arabe ne réagit non plus. Revenons, M. Kongwa sur la condition de nos diplomates à l'extérieur. Oui. On ne donne pas, en tout cas, une image triste. triste de notre pays. Et je Qu'est-ce dirais, que vous ferez pour changer cette image? première chose, réduire le nombre de nos missions diplomatiques. Parce qu'il y en a pléthore, il y a pléthore. Réduire le nombre de nos missions diplomatiques. Et j'ai dit, il faut commencer par une dizaine avec l'extension des juridictions. Et ensuite, rénover d'abord nos ambassades. La plupart de nos ambassades sont dans des bâtiments de location. L'image du pays exige que nous ayons. Si nous avons une ambassade, l'ambassade doit être la propriété de la RDC. Recenser également l'ensemble, parce que certains diplomates, si vous vous souvenez, ont vendu et la chancellerie et la résidence. Il faudra peut-être le poursuivre, comme vous savez, président de la Vous le savez, Monsieur Léon Kongwa, nous sommes presque à la fin de cette émission. Juste une question, si vous êtes élu président de la République, pendant les 100 premiers jours, quelles sont les mesures spectaculaires que vous allez prendre pour démontrer à la population qu'en fait vous amenez un vrai genre de changement? Les 100 propositions de Kongwa, les 100 premiers jours. Et c'est très intéressant, dans tous les domaines. Vous le résumez un peu? Oui, rétablissement de l'autorité de l'État, relance de l'économie, santé pour tous, éducation pour tous, gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, gratuité des soins, instauration des zones de soins de santé primaire et relance du secteur agricole pour que l'agriculture soit priorité des priorités et également accompagner la jeunesse pour que la jeunesse puisse apprendre des aînés ce qu'elle doit faire et réactiver les sports et loisirs. Merci, M. Léon Kongwa. C'est un plaisir de partager avec vous ces 60 minutes pendant cette campagne électorale. Nous espérons en tout cas vous retrouver peut-être dans d'autres circonstances pour parler de l'avenir de notre pays. Je vous rappelle que cette édition est diffusée sur une trentaine de radios et de télévisions. Il est organisé par le CESAC pour vous permettre justement de faire passer vos idées. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de votre attention pendant ce temps que vous avez voulu nous réserver en écoutant M. Léon Kongwa. Encore une fois, merci. Président